L'Oyapock, fleuve majestueux sinuant avec grâce à travers la forêt amazonienne sur plus de 400 km, est en même temps une frontière. Celle qui délimite la France du Brésil, l'Europe de l'Amérique du Sud. La Guyane est une région ultra-périphérique de l'Union européenne, une étoile lointaine du drapeau bleu azuréen. À égale distance de l'embouchure du fleuve et de la ville de Saint-Georges de l'Oyapock, 3 palétuviers. Un petit village peuplé d'Amérindiens palicures, partageant le temps entre la chasse et la pêche, et pour la jeune génération, par des parties de foot interminables. Ici, Paris semble situé à des années-lumière. Une ville que connaît pourtant bien le jeune Derrick. Il y a 2 ans, il a traversé l'Atlantique pour une rencontre avec le continent européen. Un voyage initié par son instituteur d'alors, Daniel Bord. Moi aussi, je suis un Européen d'Amérique du Sud. Il faut 1 heure de pirogue pour rejoindre Saint-Georges de l'Oyapock, la grande ville de l'Est guyanais. Un rituel quotidien pour les collégiens de 3 palétuviers. Ici, le bus scolaire n'existe pas. Dans ce collège de plus de 600 élèves, les enfants sont pour la plupart des Amérindiens guyanais ou brésiliens. Une mixité unique en Europe. Bonjour, installez-vous. Bonjour. Allez, chacun va retrouver sa place. Merci. Aujourd'hui, en histoire-géographie, on va parler des RUP et de l'Europe, et notamment de la Guyane et de sa place en Europe, puisque la Guyane, c'est l'Europe. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander, est-ce que l'un d'entre vous sait ce que signifie RUP, RUP, et ça correspond à quoi? Oui? Ce sont les régions ultra-périphériques. Exactement, ce sont les régions ultra-périphériques. La périphérie, ça désigne ce qui est éloigné. C'est un éloignement par rapport à quoi? Oui? La Guyane par rapport à l'Europe. Voilà, c'est l'éloignement. Ici, on est en Guyane. On est éloigné de l'Europe, du continent européen. Donc les pays autour de la Guyane ne sont pas l'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne. Ici, on est à la frontière avec quel pays? Les pays voisins à Saint-Georges, c'est le Brésil. Il y a un autre pays qui borde la Guyane qui s'appelle? Le Suriname. Exact, c'est le Suriname. Peut-être que certains d'entre vous sont même brésiliens ou de la famille au Brésil. Si vous avez de la famille au Brésil, vous pouvez lever la main. Voilà, donc on voit très bien qu'il y a des contacts entre la Guyane, qui fait partie de l'Union européenne, et l'Europe. Certains sont-ils déjà partis en Europe? Oui, toi Derrick, raconte-nous. J'étais en Allemagne et Toulouse. Qu'est-ce que tu as fait à Toulouse? J'étais allée voir le centre spatial. Ah oui, et tu sais qu'en Guyane, il y a un centre spatial aussi à Kourou. Tu connais? Oui. Ce que je te propose pour la prochaine fois, c'est de préparer un exposé. La Guyane, c'est l'Europe. À presque 7500 km de la Guyane, Strasbourg abrite le siège du Parlement européen, où les 705 députés, représentant près de 358 millions d'électeurs, se réunissent afin de débattre des textes régissant l'Union européenne et voter leur adoption. L'institution est répartie dans 3 villes. Si Strasbourg accueille les sessions plénières, les commissions parlementaires ont lieu à Bruxelles et la ville de Luxembourg abrite le secrétariat général.
L'Union européenne est constituée depuis le Brexit de 27 pays situés sur le continent. Cependant, dans l'Atlantique Nord, aux Caraïbes, en Amérique du Sud et dans l'océan Indien, d'autres terres affichent leur appartenance à l'Union européenne. Ces territoires sont appelés régions ultrapériphériques. Elles abritent 4,5 millions d'habitants et permettent à l'Europe d'occuper le premier rang mondial de territoire maritime avec 20 millions de kilomètres carrés. Leur existence est reconnue par l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, attestant de leur spécificité. Lorsque vous êtes dans les Outre-mer, vous êtes des citoyens européens, donc vous bénéficiez de l'ensemble des droits qui s'appliquent aux citoyens à l'échelle de l'Union européenne. Ce qui nous caractérise, c'est d'abord l'éloignement géographique. Mais il y a en même temps de vraies contraintes sur nos territoires. Face à ces spécificités, la première chose que l'Europe doit faire, à travers l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est de reconnaître que face à ces spécificités, nos territoires d'outre-mer doivent être accompagnés dans leur développement. Cayenne. C'est en 1643 que l'amiral Charles Poncet de Brétigny, à la tête de la compagnie de Rouen, achète au chef amérindien Sepérou une petite butte toujours présente. En y bâtissant un fort et un village, l'explorateur français donnait ainsi naissance à la capitale de la Guyane. Une légende veut que le nom de la ville soit associé à celui de l'un des fils du chef Sepérou. C'est à Cayenne que se trouve le pôle des affaires européennes, où Déric souhaite recueillir les premières informations utiles à son exposé. Pour commencer mon enquête, je me rends dans la plus grande ville de Guyane, Cayenne. 1 heure de pirogue, 3 heures de route. Sur les bâtiments publics, le drapeau européen flotte à côté des drapeaux français et guyanais. Déric a rendez-vous avec Dominique Néron, spécialiste du Fonds européen de développement régional. Bonjour, je m'appelle Déric, j'habite à Trois-Palétuviers. D'accord. Et j'ai un devoir à faire. C'est quoi le pôle européen? Assieds-toi, on va s'asseoir. Le pôle européen, c'est là où tu es en ce moment. Ça s'appelle le pôle aux affaires européennes, précisément. Et c'est un lieu d'accueil pour informer sur ce qu'est l'Union européenne et qui souhaite aussi présenter des projets pour pouvoir peut-être développer leur activité économique, leur entreprise, pour financer ces projets. Il y a plusieurs fonds européens. On parle de programmes opérationnels pour plusieurs fonds. Tu as le principal fonds qu'on appelle le FEDER-FSE. C'est quoi le FEDER? Alors le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional et le FSE, c'est le Fonds social européen. Il n'est pas simple pour Déric, comme pour la plupart des Européens, d'assimiler l'ensemble des programmes de financement de l'Union aux acronymes souvent abstraits. Pourtant, ces programmes ont permis à la Guyane de bénéficier de 662 millions d'euros au cours de la dernière période de programmation 2014-2020. Le Fonds européen de développement régional permet aux entreprises, aux associations de développer leurs projets. Il offre ainsi au secteur privé une meilleure compétitivité afin de favoriser l'emploi. En Guyane, comme partout en Europe, le FEDER améliore les infrastructures en fonction de la croissance démographique. J'étais à Cacao et j'ai vu qu'il y a une piste et un panneau financé par l'Europe. Oui, effectivement, on a des projets qui sont financés sur du FEADER, je pense, donc le Fonds européen pour le développement rural, l'agriculture, etc. Et c'est vrai que Cacao, c'est un territoire un petit peu éloigné, assez enclavé. En Guyane, on a beaucoup de fruits, pas de pommes, pas de raisins, mais des mangues, des maracujas, des bananes. Nous sommes la seule terre européenne située à l'équateur. Le bourg de Cacao est né avec l'arrivée dans les années 70
des réfugiés politiques Hmong qui fuyaient le régime communiste du Laos. Les Hmong n'avaient comme seule ressource qu'une aide financière apportée par les Nations Unies et la France. Armés d'un courage sans faille, ils transformèrent en quelques mois la forêt inhospitalière en culture et rizière. Aujourd'hui, les marchés guyanais regorgent de leurs fruits et légumes. Patrice Lowe est agriculteur. Pour lui, la terre guyanaise ne peut se satisfaire des normes européennes. Ici, on est dans l'exploitation de bananes, en fait. C'est un abatis qui date depuis un an. Être agriculteur ici en Guyane, c'est autre chose que d'être en métropole. On travaille en majorité sur de la forêt primaire. C'est pas mécanisable dès la première année et c'est très physique. Historiquement, les gens croyaient qu'ici, le sol était très riche parce qu'on a des gros arbres. On a qu'une très fine couche de terre qui est fertile. Par rapport à la métropole, par exemple, on a à peu près 1 mètre de terre fertile. Alors qu'ailleurs, on a 3-4 mètres ou même des fois jusqu'à 5-6 mètres de terre fertile. On a des milliers d'insectes et on ne peut pas faire grand-chose contre ça. On n'a pas les mêmes pesticides qui correspondent aux bêtes qui sont ici. Sans pesticides, on serait obligé de travailler mécaniquement ou manuellement sur le terrain. Ce serait plus compliqué. On aimerait pouvoir en utiliser moins parce que je sais que ça peut porter atteinte à ma santé aussi. Nos voisins producteurs, c'est des très gros producteurs, c'est le Brésil, le Suriname. Ils n'ont pas les mêmes coûts de production que nous. Par exemple, ils payent des salariés beaucoup moins chers que nous. Ce n'est pas les mêmes contraintes, c'est difficile, les coûts de production sont beaucoup plus élevés. Comment on lutte contre les insectes nuisibles dans nos territoires? On fait travailler ensemble les meilleurs experts européens pour trouver des solutions et accompagner nos agriculteurs dans une transition qui est nécessaire dans les pratiques agricoles. Là où il y a un problème, c'est que vous avez des pays tiers qui ne se voient pas appliquer ces mêmes contraintes et leurs produits entrent chez nous. Et là, il y a à ce moment-là une distorsion en matière de concurrence qui place nos producteurs dans des positions difficiles. C'est pourquoi nous disons qu'il faut des barrières sanitaires pour que tout soit mis à égalité et que surtout les consommateurs soient protégés. La plus grande frontière terrestre partagée avec la France est le Brésil. Cette frontière longue de 730 km se situe en Guyane, également frontalière avec le Suriname sur plus de 500 km. L'Europe côtoie ainsi l'Amérique du Sud. Grâce au programme Interreg Amazonie, l'Union européenne offre un espace de coopération avec les États brésiliens de l'Amazonas, l'Amapá et le Pará, ainsi qu'avec les pays voisins du Suriname et du Guyana. Je dois aller visiter demain, je crois, la maison de la découverte à Petit-Saut. C'est bien ça, hein? Oui. Cette infrastructure a été financée par le FEDER, le Fonds européen pour le développement régional. C'est un exemple marquant en fait, de ce qu'on peut financer. Long de 260 km, le fleuve Sinnamary est le 5e fleuve de Guyane, mais aussi le plus profond. Pour répondre à la hausse de la consommation énergétique de la population guyanaise, le barrage de Petit-Saut a été érigé dans les années 90, transformant la forêt vierge en un immense lac de 300 km², le plus grand de France, riche d'un écosystème et d'une histoire unique en Guyane. Déric est attendu par Gérard Prévost, qui préside l'association pour la découverte de Petit-Saut. Bonjour Déric, bienvenue sur le site de Petit-Saut. Je t'ai invité ici parce que j'ai participé à la construction du barrage hydroélectrique de Petit-Saut. Donc là, tu as l'ancien lit de la Sinnamary. C'est le fleuve qui a été coupé par le barrage hydroélectrique pour créer le lac de Petit-Saut que tu peux voir ici. Notre association tente de mettre en valeur toutes les données scientifiques qu'il y a autour du barrage de Petit-Saut. Si tu veux, je t'invite à aller sur la retenue et puis on en parlera plus longuement. Oui.
On va là arriver à l'intérieur d'un vestige, le vestige de Bagne. Je vais te présenter Tanguy, qui est un peu notre spécialiste en archéologie et en histoire dans l'association. Tanguy, Déric. Bonjour Déric. Bonjour. Là maintenant on est sur un établissement pénitentiaire spécial. Alors c'est dans l'histoire de Guyane, il y a la grande histoire du bagne, mais il y a une petite histoire dans l'histoire du bagne, c'est celle des EPS, établissements pénitentiaires spéciaux. Dans les années 30, la France est un empire colonial, donc la Guyane c'est une colonie, mais il y a également beaucoup de colonies à travers le monde, notamment l'Indochine à l'époque. Et en Indochine, dans les années 30, il y a beaucoup de révoltes, les prisons sont pleines à craquer, et le gouverneur d'Indochine propose au gouverneur de Guyane d'envoyer des prisonniers. Et du coup, là, on est sur la partie administrative du camp pénitentiaire, avec là, le logement des officiers. Une petite maison à côté, c'était le logement du chef de camp. Et un autre bâtiment de l'autre côté, qui était le logement du médecin et la pharmacie. Mais l'essentiel des vestiges, les cachots, il y avait des cachots, les champs, les maisons, etc., tout ça, c'est sous l'eau. Alors, les Indochinois qui étaient prisonniers sur ce camp-là, ainsi que sur 2 autres camps dans la Guyane, ils étaient surtout affectés à des travaux agricoles. Le gouverneur de Guyane voulait développer l'agriculture, mais pas que. Alors là, on se trouve à côté de Saint-Élie. C'est une commune qui concentre beaucoup de mines d'or. Et le gouverneur de Guyane, entre guillemets, il louait ses bagnards au service des mines d'or. Donc le camp est ouvert en 1931 ici, mais en 1942, c'est déjà fini. Il n'y a plus personne ici. Patrimoine historique et richesse écologique sont étroitement liés. La crique Maman Lézard offre aux scientifiques et aux visiteurs les clés d'une histoire géologique complexe. Alors tu vois Déric, ici aussi c'est une autre forme d'animation que nous faisons principalement pour les scolaires. Donc tu vas voir, Tanguy, il leur montre ce qu'on peut trouver dans le lit d'une crique et il donne des explications sur la géologie et l'histoire aussi de la création du territoire où on est. Bon, je préfère pas te donner de faux espoirs, on va pas trouver d'or ici. On va trouver d'autres trucs. Alors, t'as déjà vu cet objet quelque part? Oui. Ouais. Donc ça c'est la bâtée. Et en Guyane, la roche on la voit pas tout le temps parce qu'elle est couverte par la forêt, elle est couverte par le sol. Et l'intérêt de la bâtée, c'est qu'on va aller puiser ce qu'il y a au fond de la crique. Ça va permettre de mettre en évidence des petits minéraux qui vont nous indiquer quelles roches sont traversées par la crique. On va plutôt prélever au niveau des graviers, c'est là qu'on aura des éléments lourds. Et l'intérêt de ce mouvement, c'est qu'il va vraiment trier les éléments peu denses qui vont partir et les éléments très denses qui vont rester au milieu. Alors tu vois, tous les petits éléments noirs là sont sable noir. Alors ça, c'est plein de minéraux lourds. Ça va être des oxydes de fer. Donc tu as magnétite, hématite et tu as plein d'autres minéraux, mais là il faut une loupe, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Ça permet de reconstituer un peu l'histoire géologique de la Guyane. Et ça permet aussi aux chercheurs d'or de trouver des gisements, aussi. Gérard Prévost avait espéré développer son projet avec l'aide de l'Union européenne. Mais les procédures sont complexes et les fonds se sont fait attendre. Son association n'y a pas survécu. Concernant le fait que l'Europe puisse participer à de la vulgarisation scientifique, voire historique, archéologique sur le territoire de la Guyane, je pense que c'est important parce que beaucoup de Guyanais même ne connaissent pas leur histoire. Les fonds européens nous permettent de pouvoir s'orienter vers de la vulgarisation scientifique. Et la problématique, c'est d'avoir la trésorerie initiale. Les remboursements peuvent mettre en difficulté une association, une structure, s'ils n'arrivent pas dans les délais annoncés. À ce moment-là, on se retrouve sans trésorerie. C'est un peu ma situation en ce moment. Les remboursements des fonds européens tardent un peu à arriver. Ce qui revient de façon légitime en termes de reproches quand on parle de l'Europe, eh bien, c'est le niveau de complexité des procédures. Il y a besoin de simplifier, il y a besoin d'alléger les procédures européennes pour pouvoir construire de façon plus simple et plus efficace une Europe du quotidien qui profite à tous nos concitoyens dans tous les départements et les territoires d'outre-mer. Déric poursuit son périple vers l'ouest de la Guyane. Encore 200 km à parcourir avant de rejoindre Saint-Laurent-du-Maroni, dernière étape avant l'embarquement dans une pirogue à destination de Providence. Ville chargée d'histoire, Saint-Laurent-du-Maroni marque pour l'Europe une autre frontière, celle entre la France et le Suriname, séparée de 3 km par le fleuve. 40 ans avant la création de l'Union européenne, Saint-Laurent-du-Maroni représentait une terre sans retour pour les bagnards venus de métropole.
Derrick rejoint à Providence Daniel Bor, son ancien instituteur qui lui avait fait découvrir l'Europe il y a 2 ans. Un trajet long sur un fleuve capricieux que seuls les piroguiers bushinengue savent dompter. Il faut jusqu'à 4 jours de pirogue pour rejoindre Maripasoula. Plus qu'en Europe, les fleuves guyanais sont de véritables artères pour le transport des personnes et des marchandises. L'aventure est permanente. Elle revêt pour certains le rêve insensé de l'or et pour les voyageurs, l'ivresse du danger au passage des Sceaux. Pour Derrick, le trajet semble interminable. De part et d'autre de l'Atlantique, l'Europe se parcourt à 2 vitesses. En Europe, il y a des trains qui vont vite, des autoroutes. Dans mon Europe à moi, il faut prendre le pirogue. C'est lent et ça peut être dangereux, mais c'est ça l'aventure. « 5 heures de pirogue pour rejoindre Daniel Bor. Grâce à lui, tous les élèves de mon village ont voyagé en Europe. J'ai hâte de le revoir. Le voilà. T'as bien changé, dis donc. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien, mais le trajet est lent, mais c'est pas comme le TGV. Ah, c'est pas comme le TGV en Allemagne, hein. C'est beaucoup plus long. Les distances sont pas les mêmes. Hein. Eh bien, écoute, je te propose de faire visiter un petit peu ce coin d'Europe. Le Suriname qui est en face avec le fleuve le Maroni. L'autre côté, on avait le Brésil avec l'Oyapock. On va te montrer un petit peu la magnifique école qu'on a. Providence ne ressemble en rien au village de Derrick, encore moins à ceux du continent européen. Le bourg est peuplé par des bushinengue, descendants des esclaves africains déportés au Suriname pour travailler sur les plantations et qui se révoltèrent en s'enfuyant dans la forêt. Alors, voilà l'école. Ah, c'est grand. Oui. Regarde un petit peu ici, ce paysage. Tu peux travailler plein de choses. Tu peux travailler l'astronomie, tu peux travailler les choses de science avec le vent, étudier le vent. Tu peux travailler un petit peu tout ça. C'est pas comme à Trois-Palétuviers? Non, c'est beaucoup plus grand, tu vois. Franchement, c'est beau, hein? Est-ce que tu te souviens de le voyage en Europe? Je me souviens parfaitement de l'Europe et du voyage qu'on a fait en Europe. Ah oui, c'était chouette, hein? Et on connaît les Européens, mais est-ce qu'ils connaissent la Guyane? Ah oui, les Européens connaissent la Guyane, mais le problème, c'est de la situer où c'est dans le monde. Un petit peu, on a interrogé quelques personnes sur la position de la Guyane. Je pense que les réponses vont éclairer un petit peu. Est-ce que vous pouvez me situer la Guyane? La Guyane française. C'est... aucune idée. C'est une île, non? Quelque part par là? Guyane, moi je suis de la Martinique. Donc je suis de la Martinique, et bien sous la carte, la Guyane, on voit pas la Guyane. Hein. La Guyane n'est pas, ça fait pas partie de l'océan. Ah, c'est plutôt par là. Hein. Ouais, où c'est l'Amazone, non là? Oui, c'est le Brésil et juste au-dessus. Ça, c'est l'Amazone. Ouais. Hein, ouais, ben donc, c'est pas tout à fait, c'est l'Orénoque, la Guyane française. Hein. Ici voilà. Vers là? Non, là, c'est l'Italie et tout. C'est par là, je sais pas. Ah, on est très loin. La très Guyane, loin. c'est Amérique du Sud. Amérique du Sud. La Guyane, ici. Ah, d'accord. Bon, bah, la prochaine fois, j'irai faire un tour. C'est un département qui est magnifique, comme tu le sais. Hein. On entend d'ailleurs, il y a la saison des pluies qui commence, tu vois. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que la plupart des gens ne savent pas où est la Guyane? D'après toi, pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais venus en Guyane.
Oui. Mais les Guyanais, est-ce qu'ils connaissent l'Europe? Je te propose pareil, un micro-trottoir. Et puis on va bien voir si les Guyanais connaissent l'Europe. Allez, c'est parti. Pour vous, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que pour vous, l'Union européenne est présente ici, en Guyane? En Guyane? Je ne le vois pas trop. On est dans la misère. Je ne suis pas européenne. Je suis haïtienne. Vous vivez en terre européenne? Non, non. Je vis en Guyane. Je suis guyanais, européen et français. Il y a beaucoup de projets qui sont financés, peut-être de manière tripartite, entre l'Europe, la collectivité locale et parfois les communes. Donc ça a de l'importance pour moi. Vous savez où se trouve le Parlement européen? Le Parlement européen? En métropole? Oui, mais dans quelle ville? Il y en a deux. Ah ben, à Paris. Vous savez où est le Parlement européen d'ailleurs? Non. Non. À Bruxelles. À Bruxelles? À Bruxelles? Oui. Moi, je ne sais même pas. Je ne sais même pas si certains députés savent qu'on existe. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils pourraient situer la Guyane sur une carte. Le Parlement européen, il est où, Paul? C'est pas à Genève? Alors l'Union européenne, comme tu vois, c'est une très très belle aventure humaine, mais c'est aussi une très belle aventure technologique. Que serait par exemple l'Union européenne sans la Guyane qui accueille le port spatial de l'Europe? Que serait le port spatial de l'Europe sans l'aventure Ariane Espace? C'est une aventure absolument fantastique. Ah oui, je connais Ariane Espace. J'ai même été à la pâtière de Ariane 6. Bonjour Derek. Bonjour monsieur. Je m'appelle Tony Dos Santos, je suis de l'Agence spatiale européenne. Tu as bien voyagé? Oui. Je te souhaite la bienvenue au Centre spatial guyanais, le port spatial de l'Europe. Ici, tu es dans une salle qu'on appelle Jupiter 2. C'est la salle où on coordonne tous les lancements de toutes les fusées qui sont ici. Donc en lancement, tu as tous les ingénieurs qui occupent les postes et chacun en son rôle coordonne les activités pour qu'on puisse effectuer le lancement. C'est toutes les fusées. Celles qui existent déjà, c'est Vega, c'est Soyouz et c'est Ariane 5. Lanceurs européens et soviétiques se côtoient au centre spatial guyanais, seul site de lancement au monde situé aux abords de l'équateur. Une situation géographique idéale pour placer en orbite les satellites géostationnaires. Pourquoi Ariane 6 est avant Ariane 5? Donc, Ariane 5 est un petit peu plus puissant qu'Ariane 6, un tout petit peu, parce que l'objectif d'Ariane 6, c'était de réduire les coûts d'accès à l'espace. Ici, on a une industrie qui s'appelle Ariane Group, qui conçoit le design, donc le dessin, de son lanceur. Un peu comme ce que font les Américains aussi, avec des entreprises privées. L'ESA, c'est quoi exactement? Alors l'ESA, Derek, c'est une organisation internationale, européenne, qui est née il y a 50 ans déjà, et qui est née d'une volonté de pays européens de faire du spatial. L'Europe, la Commission traitant plus des aspects économiques, et l'ESA des matières spatiales. Certains pays avaient du technique, d'autres n'avaient pas assez d'argent. Les pays ont décidé de se rassembler pour faire le spatial tous ensemble. Depuis l'ESA, l'Agence spatiale européenne, travaille avec l'Union européenne pour développer des projets spatiaux pour l'Union européenne. Donc les projets sont bien connus. On a Galileo, le GPS européen. On a tout le programme d'observation de la Terre qu'on appelle Sentinelle, qui permet de voir les changements climatiques, les évolutions végétation, de prévoir la météo.
On peut supposer que dans le futur, on travaillera de plus en plus ensemble, Union européenne et ESA. Bonjour Derek, je suis Henri Brunet-Lavigne, je suis responsable du chantier. Et là donc tu viens d'arriver sur le chantier donc Ariane 6 et je te présente donc le plus grand portique mobile au monde. Et c'est là où on va pouvoir mettre en œuvre le lanceur Ariane 6. C'est quoi ça? Alors là, tu as un énorme pot d'échappement qui permet donc de faire évacuer les gaz de combustion du lanceur. Tu as devant toi donc le portique mobile. Ce portique mobile va permettre de prendre le lanceur qui vient du bal pour le mettre sur sa table. Et une fois que le lancement est proche, ce portique va reculer. Donc ce portique, c'est le plus gros portique mobile au monde. Il fera à peu près 8500 tonnes une fois terminé. Il y a combien de mètres de haut? Alors le portique, il fait 90 mètres de haut. Et là-haut, tu as la partie jaune que tu vois là. C'est ce qu'on appelle donc le pont de 45 tonnes qui va permettre donc de prendre le lanceur qui se trouve à l'horizontale, de le dresser à la verticale et de le poser sur la table. Voilà Derek, tu as vu donc le chantier Ariane 6. C'est un super outil qui va rester en Guyane. Et ce serait bien donc, pour les années à venir que des jeunes Guyanais, garçons ou filles, vous puissiez prendre la relève et utiliser cet outil pour le futur. Tu as compris, l'Union européenne, ça s'occupe aussi du spatial. Mais je te propose de revenir un peu sur Terre et qu'on a un petit peu les pieds dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'Union européenne s'occupe aussi d'aider le secteur de la pêche. Mais les eaux de Guyane sont des eaux très très riches et qui sont convoitées. Il arrive parfois que des bateaux viennent de l'extérieur et pêchent sans autorisation. Il y a beaucoup de concurrence avec des pêcheurs du Brésil, du Caraïbe, du Suriname. C'est difficile pour les pêcheurs guyanais. Nous sommes vénézuéliens de l'île Margarita. On a un contrat avec la Guyane française. On travaille 4 mois ici. On doit pêcher ici avant de retourner au Venezuela. Il y a beaucoup de poissons ici, dans cette zone. Oui, alors ça, ce sont des bateaux vénézuéliens qui pratiquent la pêche au vivano. Ces bateaux pêchent et livrent 75% de leur production et repartent avec 100% de leur production quand ils retournent sur Margarita. Si ces pêcheurs travaillent en toute légalité, il n'en est pas de même pour nombre d'autres navires de pêche qui prélèvent chaque année des tonnes de poissons dans les eaux guyanaises. Pour Georges-Michel Caram, président du comité des pêches, son secteur professionnel est mis à mal par la pêche illégale, mais aussi par des directives européennes qui sont, selon lui, inadaptées à l'environnement spécifique de la Guyane. Pêcher en Guyane, c'est quelque chose de relativement facile quand on connaît le métier. Maintenant, c'est vrai que nous sommes assujettis à cette pêche illégale qui date de 1998, et la pêche illégale fait mal, très mal à la Guyane. Parce que ces personnes viennent voler notre poisson pour aller le revendre directement sur les mêmes marchés que nous vendons. Nous avons fait des demandes, nous avons même écrit à M. Omarjee de la Commission européenne pour qu'on puisse interdire, pour mettre le Brésil, le Suriname, Jordan sur la blacklist. Si j'avais un euro de pité devant moi, je lui dirais, avant de prendre ces lois,
de venir avec moi sur un bateau pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi la douleur que c'est d'un marin. La Guyane est dans un contexte sud-américain, au nord de l'Amérique du Sud. Est-ce qu'ils ont pris conscience de ça? On est sur un plateau des Guyanes, où tout est relié, les fleuves, les courants, et tout est là-dedans. Si on ne prend pas conscience que le continent guyanais est quelque chose de positif pour la France et l'Europe, mais tant pis. Je suis intervenu de manière publique en séance pour demander à la Commission européenne d'inscrire le Brésil sur la liste noire qu'évoque ce pêcheur. Et la réponse publique qui a été faite par la Commission européenne est de dire « Nous sommes prêts à le faire, mais la procédure, c'est que la France nous en fasse la demande. » Et cela fait des années et des années que nous attendons que la France en fasse la demande, et la France ne le fait pas. Au petit matin, Derrick reprend sa route vers Maripasoula. Mais le fleuve est capricieux et les eaux sont basses et dangereuses. La pirogue doit s'arrêter à Grand Santi. Derrick se sent un peu perdu. Son exposé sur la Guyane et l'Europe prend alors tout son sens. Il repense à son village de Trois-Palétuviers, qui lui semble être à des années-lumière de Grand Santi. Sur le continent européen, tout semble aller si vite. Ici, l'Europe n'a pas le même espace-temps. Je suis loin de mon village, à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Pour aller au Brésil, on peut prendre maintenant un très grand pont. Vous imaginez, l'Europe rejoigne l'Amérique du Sud. D'ailleurs, l'Europe a financé aussi le pont. Long de presque 400 mètres, le pont de l'Oyapock est le symbole du rapprochement entre deux continents. Il a été inauguré en 2017 avec 6 ans de retard. Pourtant, il est peu usité. Du côté brésilien, la route n'est pas terminée. L'incompatibilité des assurances automobiles européennes et brésiliennes, associée à des normes européennes drastiques, sont autant de freins au trafic routier entre les deux pays. Les pirogues continuent donc d'acheminer hommes et marchandises pour quelques réals brésiliens ou quelques euros. Du côté brésilien, le pont suscite la polémique. Lilma da Silva Campos est une femme d'affaires native d'Oyapock, propriétaire d'un terrain de 4 hectares qu'elle a transformé en hébergement de loisirs. Beaucoup de ses clients sont français, car si les Guyanais profitent du pont, il n'en est pas de même pour les Brésiliens. Ici, nous sommes à Oyapock, dans mon domaine qui s'appelle Chalet Paradis. Dans notre domaine, j'ai plus de Français. Pourquoi? Parce que la capitale la plus proche, elle est à 600 km d'ici. Macapá, c'est notre capitale. Et la route est défoncée comme pas possible. Comme nous sommes à la frontière, en Guyane, les routes elles sont bonnes déjà pour venir. Et c'est plus simple pour les étrangers accéder chez nous qu'un Brésilien venant par exemple de Rio de Janeiro, parce que ça fait très très loin. Pour un Français rentrer au Oyapock, il n'a pas besoin de visa. Pour un Brésilien traverser le pont, il faut payer une assurance déjà qui est très très chère. C'est pratiquement le SMIC d'un Brésilien. Dès que les Européens ils arrivent au Oyapock, la première chose qu'ils cherchent, c'est une churrascaria pour manger de la bonne viande. Mais à partir du moment qu'on parle d'exportation, là, ça bloque tout. Il paraît que notre viande, elle est contaminée. C'est vraiment quelque chose de dommage, ce genre de frein, ce barrage qu'on dit de normes européennes. C'est la valeur symbolique du pont qui finalement a justifié sa réalisation et qui nous rappelle que la Guyane partage une immense frontière avec le Brésil et que le Brésil, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, doivent être pour les Guyanes des partenaires aussi importants que ne peut l'être l'Union européenne ou des pays européens. Mais en réalité, c'est un peu une aberration en termes économiques. Les liens qui unissent l'État d'Amapá à la Guyane sont solides. Bonjour. Bonjour. Pour Priscilla Coelho, directrice du collège Joaquim Caetano da Silva, l'apprentissage obligatoire du français est un atout pour ses élèves. Il y a certains États, comme par exemple le Pará, où le français est une langue optionnelle.
Alors ici, on a effectivement une zone transfrontalière et c'est la raison pour laquelle il y a le français comme langue obligatoire. Déric arrive au terme de son périple guyanais qui lui aura fait parcourir près d'1 millier de kilomètres. Maripasoula est la plus grande commune de France, s'étendant sur une superficie équivalente à près de 200 fois celle de Paris, avec cependant moins d'1 habitant au kilomètre carré. La commune accueille un flot important de populations étrangères. En Guyane, 11 000 demandes d'asile ont été déposées en 3 ans. Rapporté à la population, c'est comme si la France avait accueilli dans le même laps de temps 3 millions de personnes. Le fait que les Outre-mer français soient hors espace Schengen, cela veut dire que les étrangers qui arrivent en Guyane ne peuvent plus aller ailleurs et circuler de manière libre sur le territoire de l'Union européenne. La question de l'immigration en Guyane, c'est une question extrêmement importante. L'un des leviers de l'Europe, c'est d'agir sur les fonds européens de développement. Nous sommes plusieurs à défendre l'idée qu'il faut que l'Europe investisse dans nos pays voisins pour que les citoyens des pays voisins de nos régions d'outre-mer restent chez eux plutôt qu'ils cherchent à venir chez nous. Maripasoula, ça ne ressemble pas aux villes de l'Oyapock. La Guyane est grande. Ici, c'est le territoire des Aloukou qui vivent sur le Maroni. Valentin est arrivé il y a quelques mois en Guyane. Valentin, t'es là? Avant, il habitait en Bourgogne. Salut, ça va? Salut, ça va. Vas-y, rentre. Vas-y, assis-toi. Je voudrais bien savoir ce qu'il pense de la Guyane. On m'a dit à Maripa que tu viens d'arriver. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai, je suis arrivé ici il y a 4 mois pour travailler. Et avant, j'étais à Dijon, en Bourgogne. Il faisait froid à peu près 6 mois dans l'année. Et les gens étaient beaucoup moins sympas qu'ici. Toi qui viens de l'Europe, ici, est-ce que ça ressemble à l'Europe? Les règles sont différentes. On peut rouler sans casque, pas forcément avec des ceintures, pas forcément avec des assurances. C'est complètement différent. En plus, tu vois, la maison ici, il n'y a pas de fenêtre, alors qu'en Europe, on a des fenêtres, on a le chauffage. Ici, les gens vivent beaucoup plus dehors, sont beaucoup plus sociables aussi, on vit beaucoup plus ensemble. Par rapport à mon village amérindien Trois-Pailles-Tuviers, il me semble qu'à Maripasoula, il y a beaucoup d'étrangers. En tout cas, ici, tu vois, Déric, il y a des populations qui sont très différentes. Les gens cohabitent très bien ensemble et quand tu arrives, tu vois, moi je viens de métropole, je suis blanc et j'ai eu le sentiment d'avoir été très bien accueilli. Mais Maripasoula n'est pas toujours un paradis. Aux portes des premières habitations, une décharge très éloignée des normes européennes répand ses effluves nauséabondes et nocives sur la population. Un constat accablant pour Samaniandjo, porte-parole du collectif citoyen Oui et Dédé. On est bien à Maripasoula, on est bien en France et on est bien en Europe. Et là, on est bien sur une décharge qui ne respecte, selon nous, pas tout à fait les normes qu'on pourrait voir et observer ailleurs. Les décharges sont bien présentes sur le Maroni et je vais même rajouter sur le Lawa. C'est une conséquence de l'entrée aveugle dans une société de consommation. Tout citoyen, alors qu'il soit là légalement ou illégalement, a sa part de responsabilité dans la gestion de ces déchets. Comble de l'ironie, un centre de traitement contigu à la décharge attend depuis 5 ans une hypothétique mise en route. Samaniandjo l'a filmé pour nous. On est encore dans un des derniers paradis sur Terre et que notre défi à nous aujourd'hui, j'insiste très fortement, c'est de tout faire pour préserver, non pas seulement pour nos enfants, mais pour nous-mêmes. Ce matin-là, Déric ressent une douleur au poignet. Il décide de se rendre au centre de santé de Maripasoula. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez regarder? Oui, je vais regarder. Installe-toi. Tu as mal, certes, mais tu peux me serrer la main, tout ça. Donc, il va falloir quand même que tu sois vu par un médecin avant que tu repartes. Il y a encore beaucoup de monde ici? Oui, ici, il y a beaucoup de monde, en fait, parce qu'on est le seul centre de soins sur tout Maripasoula. Parfois, les personnes font 4 heures de pirogue pour venir. La santé n'est pas accessible pour tout le monde sur les rives du Suriname, donc les gens viennent aussi se soigner là. On a environ 30 000 dossiers, ce qui représente 3 fois la population de Maripasoula. Les dispensaires sont régis par le ministère de l'Intérieur et non par le ministère de la Santé, ce qui fait la spécificité des dispensaires en Guyane.
Ici aussi, il y a des maladies qu'on n'a pas en Europe. Ici, tu as beaucoup d'animaux et de maladies qui sont spécifiques à l'environnement, qui est tropical. Du coup, tu as des animaux que tu n'as pas en Europe. Tu as des animaux qui transportent des maladies comme la dengue, le palu. On a plein de maladies qui sont spécifiques à la Guyane. Je dois rencontrer Dorian qui travaille au parc amazonien de Guyane. Dorian Odo est coordinateur du programme LEADER, initiative européenne permettant de soutenir des projets de développement rural au parc amazonien de Guyane. Il emmène Derrick sur le site de Gobayasula, que l'on atteint par la rivière Lawa. L'Union européenne a participé financièrement à l'aménagement d'une piste en forêt équatoriale sur les traces des peuples autochtones de Guyane. Donc tu vois là Derrick, on arrive à Gobayasula. C'est le début d'un sentier qui a été aménagé par le parc amazonien il y a quelques années. Et là où l'Europe est intervenue, c'est qu'elle a financé le panneau que tu vois là et 6 autres panneaux qui sont répartis tout au long du sentier. Et ces panneaux, en fait, ils racontent l'histoire des Aluku et des Wayana, qui sont les 2 peuples qui habitent en Guyane. Je te disais tout à l'heure, là le sentier il a été aménagé par le parc amazonien, donc c'est lui qui a fait par exemple ce petit ponton. Et c'est aussi le parc qui entretient tout le sentier. Parce que tu sais autant que moi, en forêt équatoriale, en quelques mois, la végétation elle pousse super vite et du coup le sentier il peut être recouvert très très rapidement. Oui, en fait, c'est quoi les parcs amazoniens? Parce qu'il n'y en a pas trop étudié. C'est le plus grand parc national d'Europe. Et en gros, on peut dire qu'on a 2 missions au sein du parc amazonien. La première, c'est de protéger tout cet environnement qui est juste unique, cette forêt tropicale qui se retrouve nulle part ailleurs en Europe. La deuxième mission du parc, c'est aussi de contribuer au développement du territoire. Le parc amazonien de Guyane couvre une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés. Contigu au parc national brésilien des Tumucumac, il contribue à former l'un des plus grands espaces protégés au monde. Et voilà, là on arrive au dernier panneau du sentier, qui est juste là. Et la surprise du coup, c'est ça, c'est la cascade de Gobayasula. En saison humide, on la voit beaucoup mieux. Ah oui, mais chez moi, il n'y en a pas comme ça. T'as pas de cascade comme ça? T'as pas un peu des rochers, des petites collines? Non? Non, c'est plat. C'est plat? Oui. Ok. J'ai découvert le continent européen. Loin, il y a beaucoup de pays. C'est un grand territoire. Ici aussi, on est en Europe. Tout est grand. Les arbres, les insectes, le fleuve. Moi, je suis un enfant du fleuve, un jeune Amérindien de 3 palétuviers et une étoile lointaine du drapeau européen. L'Europe ressemble aux fleuves amazoniens. Ils réunissent les peuples, mais parfois recèlent bien des écueils. Derrick ne sait pas encore ce qu'il fera dans sa vie d'adulte. Sans doute devra-t-il un jour traverser de nouveau l'Atlantique pour découvrir d'autres horizons. Mais pour l'instant, l'appel des païpayos, oiseaux emblématiques de la forêt amazonienne, est plus fort que celui du vieux continent. Il lui reste à rejoindre 3 palétuviers avant de présenter à ses camarades son exposé enfin achevé. La Guyane, c'est l'Europe.